Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier numéro du carnet de l'étudiant étranger. Cette chronique a pour but d'accompagner et d'inspirer les étudiants étrangers en France à travers des témoignages et des histoires de vie impactantes. Moi, c'est Jivik. Je n'anime pas seul cette chronique, je suis avec Aristide qui va vous dire un mot. Bonjour, un plaisir pour moi de co-animer ce premier numéro du carnet de l'étudiant étranger. C'est historique, hein. Hâte d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, parfait. Nous avons une troisième personne avec nous. C'est un invité très spécial que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Son parcours est une véritable source d'inspiration. Il vient du Sénégal. Il vit en France depuis plus de 10 ans. Il est auteur-compositeur et il est président de Nyota, une association d'artistes indépendants basée à Rennes. Il s'appelle Tierno et à travers son parcours, il nous partagera ses défis, ses réussites et il nous dira comment il a utilisé son art pour s'intégrer pleinement en France. Alors, je vais laisser Aristide pour te poser les premières questions. Bonjour. Encore une fois, bonjour. Bonjour Aristide. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ton enfance au Sénégal ? Mon enfance au Sénégal, écoute, déjà je m'appelle Tierno Ballo. Au Sénégal, du coup je suis né à Dakar. Et en 1993, donc là je suis à la trentaine quoi. Et mon enfance a été, je dirais, un peu tranquille. Une enfance dans une famille, comment je peux dire ça ? Une famille modérée, si je peux dire ça, quoi. Une famille de commerçants, que cela soit du côté de mon père ou du côté de ma mère. Et qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est vrai que vous connaissez, je ne sais même pas si vous êtes déjà venu au Sénégal. Moi non, mais j'aimerais bien. Ok, je pense que les Sénégalais vont savoir. Du coup, j'ai grandi au Parcelles Assainies d'abord. Et après, jusqu'à mes 7 ans. Et à partir de 7 ans, j'ai été à Guédiawaye, une banlieue aussi dakaroise. Où du coup j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, 19 ans et sinon mon enfance ça s'est bien passé, c'était cool, voilà. D'accord, ok. Et du coup, pourquoi le choix de la France ? Je pense que c'est vraiment sur plusieurs critères. Déjà, le Sénégal, c'est un pays francophone. Donc, forcément, il n'y a pas cette barrière de langue. Donc, du coup, c'est plus facile, en tout cas, pour un Sénégalais de venir dans un pays où ça parle français. Donc, la France. Et le Sénégal et la France, il y a toujours eu un lien très, très historique aussi, qui fait que... Et pourquoi le choix de la France aussi, c'était un choix aussi par rapport à ce qu'on aspire aussi comme avenir professionnel, dans le sens qu'il y a des formations peut-être qu'on avait envie en fait de faire au Sénégal et que finalement, pour pouvoir les faire, c'était obligé en fait de sortir du pays, quoi. Donc à l'époque, j'étais arrivé en France pour faire des études d'électronique automatique. Donc du coup, c'est un domaine qui, je pense, si je ne me trompe pas, n'existe pas au Sénégal. Donc c'était vraiment ce choix-là. Et après, il y a aussi une autre partie qui fait que en fait, j'ai aussi une partie de ma famille qui est aussi en France, à Paris plutôt. Et... ouais, je dirais que c'est plutôt tout ça et le fait aussi dans notre environnement, dans l'environnement où l'on grandit aussi, où il y a vraiment cette culture française aussi qui est un peu ancrée aussi au Sénégal. Donc c'est tout ça qui fait que j'ai choisi la France et non pas, par exemple, les États-Unis ou d'autres pays, quoi. D'accord, c'est évident. Ouais. Et du coup, quand tu arrives en France, tu t'installes directement à Rennes ? À Rennes directement. D'accord. Et c'est quoi tes premières impressions quand tu arrives en France ? Les premières impressions, je pense qu'en fait, il y a eu une sorte d'illusion fissurée. Et qui arrive derrière à presque tout le monde. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, ouais, effectivement. Déjà, il faut savoir qu'en fait, à Rennes, je connaissais personne à Rennes. J'avais le choix quand j'avais fait mes demandes de préinscription, j'avais 3 universités qui m'avaient accepté. C'était Rennes, Grenoble et Montpellier. D'accord. Et
En vrai, j'ai choisi comme ça, Rennes, Non, parce que j'aimais bien Rennes. Campus France. Ouais, par Campus France, ouais. C'était par Campus France, il y avait tout un cheminement à faire pour pouvoir avoir... et je sais pas, j'ai eu la chance en tout cas d'être accepté et tout. Franchement, je pense que il y avait une partie de moi qui y croyait, mais en même temps, je me disais que pourquoi moi on va me choisir alors que, par exemple, dans ma classe de terminale, il y avait des élèves qui étaient plus brillants, qui avaient des meilleures notes, et qui finalement, eux aussi, faisaient les demandes de préinscription. Ils l'ont pas eu, donc je sais pas, il y a peut-être un petit coup de chance aussi sur ça. Et après, non, la première impression, ouais, une illusion fissurée parce que dès que j'ai posé mon pied, je suis arrivé à Orly, à Paris. La première personne, j'étais un peu perdu, forcément. La première personne à qui j'ai posé une question, parce qu'au Sénégal, on a l'habitude, si tu te perds, tu demandes au premier passant que tu vois, quoi. Bah, en fait, il m'a pas répondu. Bon, ben, choc. Un premier choc. Premier choc. Premier choc, et je pense que ce choc-là, c'est comme si, en fait, on m'avait giflé en mode... Bienvenue. Là, t'arrives là, bienvenue. Donc, ouais, et après, il y avait mon cousin qui m'attendait quand même à la sortie de l'aéroport, mais c'est juste, en fait, j'étais perdu je savais pas par où aller, quoi. Ouais. Et du coup, après, bah, directement, j'ai pris le train, parce que du coup, mon père avait acheté le billet d'avion qui était lié avec l'avion, mais aussi, il y avait un billet de train directement, quoi. Donc, il y avait une sorte de navette. À l'époque, je savais même pas, mais je savais qu'il y avait un bus qui m'attendait, qui devait m'amener prendre le train et tout, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Et après, je suis arrivé à Rennes. Et de base, en fait... Le même jour? Ouais, j'ai quitté le Sénégal le 2 septembre 2013. Je suis arrivé ici le 3 septembre 2013. Ok. Et du coup, en fait, quand on est arrivé, sachant, pour remettre juste la situation, c'est qu'en fait, quand tu fais la demande de visa, il faut montrer en fait qu'on a un logement, qu'on a, je sais pas, 650 € qui passera chaque mois, des trucs comme ça. Prise en charge, voilà. Hébergement. Oui. Exactement. Et du coup, en fait, on avait, au Sénégal, il y avait une sorte d'agence qui accompagnait les étudiants pour chercher des logements en France. Donc, du coup, c'est à partir de cette agence-là, du coup, que j'avais mon contrat de logement, tout ça. Ils avaient dit que normalement, quand j'arrive sur Rennes, il y aura quelqu'un qui va venir me récupérer, et voilà, quoi. Et ben, je suis arrivé sur Rennes et il n'y avait personne. Donc, comment te dire, vraiment, le premier jour, c'était... Waouh, pour quelqu'un qui n'est jamais sorti, mais vraiment, quand je te dis, je suis jamais sorti de Dakar... Je suis sorti de Dakar, mais c'était à l'âge de 6 ans, 7 ans, je ne m'en rappelle même pas. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de son pays et qui, du jour au lendemain, bim, tu sors, mais tu vas en France, tu arrives, tu as un contrat de logement, un numéro où tu dois appeler, et on voit qu'en fait, non, au final, non, il n'y a personne. En stress, j'appelle mon père qui stresse, qui appelle l'agence, et l'agence lui dit, bah non, en fait, c'est juste des papiers pour avoir le visa. Donc, c'était une arnaque, quoi. Ah oui, d'accord. Effectivement, je sens effectivement que quand tu arrives, il y a la pression, il y a plein de trucs. Ouais, tu découvres... Il y a la pression, il y a toute une sorte d'écosystème qui entoure en fait l'accompagnement de l'étudiant dans ce truc qui fait que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est arnaque, qu'est-ce qui n'est pas arnaque, par où passer, c'est tout un problème. En gros, ce sont des obstacles, en fait. C'est toute une série d'obstacles, en fait. C'est ça. Je me suis mis même à la place des étudiants. Je me suis dit, mais imagine, tu connais personne ici, tu fais comment? Tu vas dormir? Dors, du coup, parce que, genre, en fait, t'as pas... Et par chance, il y avait un cousin qui était en études sur Rennes que je connaissais pas, qui m'a accueilli pendant quelques mois. Un coup de chance. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment la chance qui m'a accueilli. Et normalement, il n'avait pas le droit, mais j'ai dormi dans sa chambre de Crous pour le temps de trouver un logement, quoi. Ouais. Donc, c'est dur, hein. Il y a trop de témoignages comme ça. Ah oui, exactement. Et ça commence comme ça, en fait. Donc, première impression, vraiment, c'était en mode bienvenue dans la vie d'adulte, avec quelques péripéties, débrouille-toi, quoi. Et ça, donc, c'est que le début, parce qu'il fallait... C'était le premier jour, hein. Oui, exactement. Donc, je me dis effectivement que tu arrives directement en choc, et puis... Exactement. Mais en même temps, donc, tu devrais... Enfin, je ne sais pas si tu avais déjà fait l'inscription. Il y avait des démarches quand même à faire. Les démarches à faire, oui, au niveau de l'université et tout ça. Et du coup, vraiment, je pense que c'était vraiment une chance d'avoir trouvé un cousin qui était ici. Et en fait, lui, il était en master. Donc, je pense que c'était sa dernière année, un truc du genre.
Et du coup, en fait, lui et ses potes, en vrai, ils m'ont accompagné, en fait. Et c'est vraiment là, ils m'ont accompagné, ils m'ont montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, les inscriptions, c'est là, la CAF, c'est là-bas. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Disons quand même que ça n'a pas été... ça a été plus ou moins facile de pouvoir faire toutes ces démarches. Ouais. En fait, puisque c'est des grands cousins, c'est pas comme si c'était tes camarades de classe où vous avez le même âge. Là, c'est vraiment les grands, tu vois, qui sont en mode master et tout. Ouais. Donc, tu sens qu'en fait, vous n'êtes pas non plus dans le même... je sais pas comment je peux dire ça. Vous n'êtes pas au même niveau, en tout cas, d'intégration, quoi. Donc, du coup, parfois, c'était un peu difficile, mais vraiment, ils m'ont accompagné, ils m'ont beaucoup montré, beaucoup aidé sur plein de trucs, quoi. C'est bien parce que c'est pas toujours qu'on arrive dans un pays ou dans une ville pour la première fois et trouver des gens pour te guider, en fait. Même si tu avais connu quelques péripéties de l'aéroport, en fait. Et donc, voilà, ma question aussi, c'est de savoir comment tu as pu, comment dirais-je, tu arrives au premier moment, tu vis toutes ces choses, c'est un choc, j'imagine bien. Totalement. Et comment, finalement, pour la suite, au fait, pour t'intégrer un peu, que ce soit la vie estudiantine, que ce soit la vie sociale, comment tu as pu surmonter, au fait, tous ces défis, j'imagine bien ces obstacles et tout. Déjà, après, j'avais pas j'avais pas une sorte de notice, en tout cas, qui me disait qu'il fallait faire comme ça, donc c'était vraiment sur le tas. Mais maintenant, avec le recul, quand j'observe ça, je pense qu'en fait, naturellement, ça a été un instinct, en fait, de devoir se sociabiliser. Parce qu'en fait, tu sentais qu'en fait, si tu fais pas ça, en fait, tu vas te refermer, tu vas être dans ta bulle, et même psychologiquement, c'est pas bien, quoi. Donc déjà, je me rappelle, dans notre classe, on était 3 personnes d'origine d'Afrique. Donc du coup, il y avait un Rwandais, un Burundais. Et en fait, naturellement, en fait, on s'est solidarisé entre nous et on s'est dit, oh les gars, on est les nouveaux là. D'accord. Venez, on traînait tout le temps ensemble. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et du coup, telle personne, peut-être, il allait découvrir une démarche que l'autre ne connaissait pas. Et du coup, il a informé l'autre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, vous vous entraidez tout. Voilà. Vous entraidez entre vous, quoi. Totalement. Et du coup, moi, ça a été une chance d'avoir ce processus-là, parce qu'en fait, directement, en fait, ça m'a fait sortir un peu de mon cocon, pas juste de rester entre Sénégalais. Tu vois, là, directement, en fait, dans ma classe, déjà, il n'y avait pas de Sénégalais. Donc, j'étais obligé de sociabiliser avec les personnes qui étaient là. Et en fait, le fait de rencontrer un Marocain, un Rwandais, un Burundais, tout ça, ça me faisait sortir, en fait, de même moi, ma façon de voir. Il y avait des trucs, en fait, qui n'étaient pas la même manière, moi, dont je voyais. Et du coup, tu apprends aussi des autres, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, il y avait ça. Et après, l'autre truc qui m'avait beaucoup aidé, c'était peut-être la vie d'étudiant hors des facs. D'accord, ok. Tu vois, il y avait, par exemple, il y avait les cours de sport. D'accord. Je pense que c'était le premier truc sur lequel je me suis accroché. Le basket, par exemple, il y avait des cours de basket. Et forcément, quand tu vas, tu rencontres d'autres personnes. Donc, du coup, vous partagez un même centre d'intérêt. Et petit à petit, au-delà de cet intérêt, il y a de l'amitié qui commence à se mettre en place. Et peut-être il y en a un, entre étudiants, ouais, je fais une soirée chez moi, tu veux venir? Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé et tout. Donc, ça t'a ouvert un peu d'autres milieux, d'autres environnements pour t'intégrer, au fait. C'est exactement. Et moi, naturellement, en fait, j'étais assez curieux aussi de vouloir découvrir aussi de la culture des autres. Tout à fait. Donc, du coup, j'ai fait, je vais pas dire j'ai fait exprès, mais je voulais pas juste rester, en fait, dans ce que moi, je connais, en fait. Ok, donc, d'accord. Du coup, j'aimais bien, en tout cas, aller vers les autres, et même si c'était très difficile, mais il a fallu le faire pour pouvoir au moins... Parce que c'est pas les mêmes codes. Il faut comprendre un peu le code ici en France. Mais difficile parce que toi, t'es timide. De base, je suis timide. Ah, ok. De base, je suis très timide. Très, très, très timide. Quand j'ai quitté le Sénégal, j'étais très... Je sais même pas si c'est timide, mais réservé. Je vais rester dans ma bulle avec les personnes que je connais et je vais pas sortir de là. Et là, l'expérience positive que ça m'a fait là, c'est vraiment, en fait,
j'étais obligé d'aller parler aux autres. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Pour ce coup, tu es contraint, effectivement, de sortir de soi-même, d'aller vers les autres. Quoi. Je me rappelle, dans les salles de classe, parfois, je sentais bien les regards en mode, il est bizarre, lui, il parle à personne. Mais du coup, quand j'ai senti qu'en fait, que les gens me regardaient en mode, il est bizarre, il n'est pas sociable, c'est là que je me suis dit, bon, là, il faudrait que je me sociabilise, sinon les gens, en fait, ils vont penser que je suis un fou ou un truc du genre. Et franchement, ça m'a fait sortir de ma zone de confort. D'accord. Et j'imagine bien que, voilà, là, donc, là, c'est en dehors des salles de classe. C'est ça. Et comment t'as mené après la vie, en fait? Est-ce que il fallait travailler, comment tu as pu financer un peu tes études et comment il fallait concilier effectivement la vie scolaire Bon, alors, il y a un truc en tout cas que je me suis rendu compte, c'est que en France, un étudiant étranger n'aura jamais la même posture qu'un étudiant français. Et ça, je l'ai constaté, par exemple, quand j'avais fait les inscriptions. La première année, je n'avais pas remarqué. J'avais fait les inscriptions, tu payes, tatata. Il y avait, si je ne me trompe pas, il fallait payer la sécurité sociale, un truc du genre. J'avais oublié, mais en tout cas, il y avait la sécurité sociale qu'il fallait payer, l'inscription pour tel ou tel truc. Ouais. Et en fait, à partir de la deuxième année, le fait de connaître en fait des étudiants français aussi qui sont là et on commence à être amis et tout. D'accord. En fait, je me rends compte qu'il y avait les étudiants étrangers, ils payaient pas le même prix que nous, ce qu'on paye en fait pendant l'inscription. Limite, il y a des gens, ils ont leur bourse ou des trucs comme ça. D'accord. Donc là, déjà, je me suis dit, ok, il y a déjà un truc différent. Différent, ouais. Deuxième truc, c'est qu'aussi dans notre groupe d'étudiants étrangers, en tout cas dans notre classe, en fait, tout le monde n'avait pas la même chance ou le même confort. Il y en avait certains, en fait, ils n'avaient pas du tout d'argent, donc du coup, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Ouais. Comme il y en avait d'autres, leurs parents envoyaient de l'argent ou ce genre de trucs. Et il y en avait d'autres, ils trouvaient des jobs étudiants. D'accord. Parmi ceux qui trouvaient les jobs étudiants, en fait, il faut se dire que si pendant toute ta vie, tu n'as jamais travaillé, tu as toujours été à l'école, lycée. Parce qu'en fait, il faut se dire que le profil des étudiants étrangers, c'est des étudiants il fallait avoir des bonnes notes pour venir en France. Oui, tout à fait. Qu'on puisse dire. Donc, en fait, ils ont toujours été dans les études. Okay. Donc là, quand tu arrives dans un système où lequel, en fait, là, tu es étranger dans le pays. Donc, du coup, pour pouvoir payer tes factures, il va falloir que tu bosses. Ouais. Moi, j'ai vu des exemples précis de mes potes étudiants qui, au final, préféraient aller bosser et rater des cours. Parce qu'en fait, au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais en fait, il y en a un, il m'a dit, mais en fait, si je ne bosse pas, je ne vais pas pouvoir payer mes charges. Ouais. Si je ne paye pas mes charges, en fait, je n'aurai pas de logement. Donc là, je suis désolé, mais les cours, c'est même pas ma priorité. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois? Donc, c'est des trucs, en fait... Et moi, j'essayais quand même de trouver le juste milieu. Le juste milieu, même si c'est très difficile. Donc, du coup, il y a une partie où tu galères financièrement parce que tu sais qu'en fait, il y a des cours où tu ne peux pas les rater, donc il faut les passer et tout. Et il y a une partie, en fait, où tu te dis, là, par contre, faut que j'aille bosser parce que sinon, ça va être chaud. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai pu me débrouiller... à mes dépens, même si c'était très dur parfois les week-ends de faire des missions de restauration, des trucs comme ça. Mais en fait, avec le temps, tu vois qu'en fait, tu n'es pas au même niveau que les étudiants français qui ont leurs parents ici et qui, limite, sont chez leurs parents ou ce genre de trucs. Ouais, mentalement, ça Mentalement, c'est très différent. Parce que, genre, eux, ils ont le temps de se concentrer. Ouais. Ils n'ont pas de pression. Toi, tu as la pression de devoir aller chercher en fait de l'argent pour pouvoir payer tes charges. Sauf que si tu vas chercher de l'argent pour pouvoir payer tes charges, à quel moment tu trouves le temps de réviser tes cours pour pouvoir avoir de bonnes notes? Donc forcément, donc ça a une incidence sur ça a une incidence forcément. Ça se voyait les premiers mois. J'avais remarqué ça, nous, avec les liévins, tout ça, le burundais, tout ça. Les matières, en tout cas théoriques, on avait des 18, des 19 sur 20. Les matières pratiques, c'est normal, on avait moins de bonnes notes parce qu'en fait, par rapport aussi à notre pays, on n'a pas fait vraiment de la pratique et tout. Ouais.
Mais au fil des mois, au fil des années, en fait, on voyait que on régressait parce qu'en fait, on n'avait pas ce temps-là de devoir réviser, de devoir prendre le temps de comprendre des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, et là, pendant ces temps, les parents te posaient la question de comment ça se passe. Est-ce que tu étais sincère? Non. Tu étais un peu obligé de mentir aux parents, ne pas leur raconter la réalité. Et maintenant, avec le recul, je me dis qu'en fait, ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Il fallait être. C'est pas pour rien que nous, les étudiants étrangers, on a toujours idéalisé l'Europe. Non, peut-être que tu as bien fait. Peut-être que tu as bien fait de mentir, en fait, de mentir, non, mais de pas dire toute la vérité aux parents. Parce que tu sais, du moment où les parents sont loin, le fait que tu dises que tu as mal à la tête, chez eux, la compréhension, elle est aggravée fois 1000. Tu vois. Voilà, maintenant, imagine, tu dis, bref, toutes les galères que tu as connues. Le problème, c'est qu'en fait, le fait de dire que ouais, tout va bien, aussi, en fait, ils vont dire c'est ça. Ah si tout va bien, en fait, on va envoyer ton frère aussi, il va venir. Ouais, c'est vrai. Ta sœur aussi va venir. Et en fait, au final, c'est vrai. Tu te dis, mais en fait, il faut que je leur avertisse aussi de la réalité d'ici pour qu'au moins, je ne dis pas qu'ils n'envoient pas, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui vient, au moins, il connaît les réalités d'ici. C'est vrai. Non, mais c'est bien, tu as bien fait. Plutôt, au lieu de dire que tout va bien, effectivement, il vaut mieux effectivement dire que... avec le recul, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, dans le passé, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que très clairement, quand tu es l'aîné de la famille et qu'on t'envoie, c'est comme... Encore une fois, on n'a pas les mêmes réalités avec les étudiants qui sont ici, tu vois. C'est en mode... Tu portes vraiment sur les épaules tout... Tu vas en mission. Tout est frère. Ouais, tu pars en mission, tu vois. Donc, si tu viens et que ça va pas, si on te demande alors comment ça se passe là-bas, tu es obligé de dire que ça se passe bien. Ouais. Est-ce que tu manges à ta faim? Oui, tout se passe très bien. Alors qu'en fait, non, il y a des choses qui te déconcentrent de ouf. C'est vraiment une situation... vraiment, c'est quelque chose. Mais après, ça permet aussi de se débrouiller. Il y a plein de trucs sur lesquels vraiment ça te forge. Et donc, encore une fois, comment je m'en suis sorti, je me suis sociabilisé, j'ai essayé d'aller vers des domaines, par exemple, des activités sur lesquelles je peux rencontrer de nouvelles personnes. Ne pas rester vraiment dans sa bulle, c'est pas bien. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont perdu la tête comme ça. Mais en tout cas, il faut sortir de sa zone de confort, aller rencontrer des gens. Si tu es un basketteur, va faire des activités de basket. Footballeur, même chose, il y en a plein. Si c'est de la musique, parce qu'après, dans le futur, c'est la musique qui est arrivée aussi. En allant voir des associations. Il y a tellement plein de trucs, en fait, qui sont là, quoi. C'est ce que j'allais te poser, effectivement. Et au fur des années, donc, du coup, en cherchant de s'intégrer, tu t'intègres aussi dans le milieu associatif, culturel aussi. Et du coup, c'est quand, effectivement, quand est-ce que tu as commencé un peu à rentrer dans son milieu? Alors ça, en fait, il faut savoir, c'est un truc qui était dans ma tête depuis que je suis au Sénégal. En fait, au Sénégal, j'avais commencé d'abord à faire de la poésie. Après, je suis allé vers le domaine du rap et tout. Sauf qu'au Sénégal, en fait, c'est pas un domaine sur lequel tu peux réussir financièrement. Donc, tu peux vivre de ça. Donc, du coup, c'est pas un truc que les parents peuvent prendre au sérieux. Sauf que moi, dans ma tête, il y avait une partie de moi qui me disait que, OK, là, c'est pas possible. Et moi, ma passion, c'est ça. La seule solution que je trouve, c'est de pouvoir suivre ce que mes parents veulent, c'est-à-dire les études. Mais dans un coin de ma tête, je sais que si je pars aussi, c'est pour essayer aussi dans mon domaine de passion aussi de réussir dessus. Donc du coup, dès que je suis arrivé, en fait, je suis resté dans mes études, mais en même temps, j'étais en train de chercher, OK, là, je vais prendre mes repères et savoir par où je peux passer pour pouvoir faire ça. Donc une voie d'entrée pour pouvoir faire ton autre passion, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'ai continué mes études, mais en parallèle, chez moi, je commençais à me concentrer aussi sur la partie musicale. J'ai appris, j'écrivais, j'essayais de me parfaire et tout. Et quand j'ai senti, je pense que c'était la première année, j'ai senti un peu à vouloir... maintenant sortir un peu de cette partie artistique intérieure, mais chercher aussi vers l'extérieur, quoi. Donc c'est à partir de là, du coup, quand j'ai compris le fonctionnement ici, que je me suis adapté, j'ai vu qu'en fait, il y avait des scènes vertes, des associations culturelles qui faisaient des activités
dans ce domaine. Donc, du coup, je suis allé chercher des infos et après, je suis tombé sur une association des Mozamo. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dedans et j'ai commencé d'abord bénévolement et après, ça a évolué, quoi. Et cette ambiance de bénévolat, est-ce que c'est une expérience que tu as beaucoup appréciée, Oui. des Mozamo? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement En cette fait, période-là? j'avais pas beaucoup de temps pour le bénévolat, sachant que à côté il y avait les études et qu'aussi il fallait aussi un peu avoir des jobs étudiants et tout. En fait, ça a commencé à m'intéresser encore plus quand le coordinateur du projet m'avait dit qu'il y avait une possibilité de faire une mission de service civique. Ah, ok. Je connaissais pas ça, je me suis dit, c'est quoi? On me dit qu'en fait, c'est comme si tu étais bénévole, mais en tout cas, tu es à fond dedans, et en même temps, chaque mois, Tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Donc, du coup, en fait, c'était totalement, en fait, ce que j'ai cherché. Donc, du coup, à partir de là, j'ai été volontaire en service civique et j'ai essayé d'exceller dans ce domaine, quoi. Ok. Bon, aujourd'hui, il y a une nouvelle association qui se lance. Ça s'appelle Nyota. Exactement. Tu es président aujourd'hui de Nyota. Tu as commencé en tant que bénévole dans une autre association. Aujourd'hui, c'est toi qui présides une nouvelle. Ouais. Alors, déjà, j'aimerais que tu présentes Nyota brièvement, ce que ça veut dire. Bref, présente-nous Nyota, parle-nous de Nyota. Voilà. Oui. Nyota, en vrai, c'est le fruit, je pense, de toutes des expériences de ces dernières années, en vrai, si je peux l'appeler comme ça, des expériences personnelles comme artistiques et aussi professionnelles, parce qu'après mes études, du coup, j'ai été coordinateur d'une association, de l'association dans laquelle j'étais bénévole et tout. Okay. Et après, du coup, cette association, maintenant, a arrêté ses activités. Et du coup, moi aussi, mon contrat a été arrêté. Et en fait, à partir de cette expérience-là que j'ai eue, en fait, il y a eu plein de personnes sur lesquelles, en fait, on a entretenu un lien artistique comme aussi amical et tout. Donc du coup, on arrive à se voir, à faire des créations artistiques, des projets artistiques, des events et tout. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas, en fait, ce qu'on fait déjà là, de le formaliser, de créer carrément une association et pouvoir vraiment faire des trucs plus, plus grands, quoi. C'est une association d'artistes spécialement basée à Rennes. Ouais, c'est basé à Rennes. C'est un collectif artistique qui regroupe vraiment plein d'artistes. Et pas que, il y a des artistes, il y a des photographes, il y a des graphistes, il y a des DJ. L'objectif, c'est vraiment de regrouper vraiment plein de talents artistiques sur lesquels, en fait, on peut essayer d'avoir une sorte de pulsion commune et créer quelque chose, quoi. Ouais, il y a un truc intéressant, ça s'appelle Nyota, mais Nyota, c'est la langue parlée... c'est en Swahili, chez Aristide. Ça veut dire quoi, Aristide, Nyota? Nyota, c'est étoile, normalement. C'est étoile. Okay. Étoile, ouais. Donc, du coup... Donc, c'est un peu ça, totalement, parce que du coup, pour nous, chaque artiste représente carrément une étoile, et du coup, et dans le domaine artistique, on a l'habitude, en tout cas aux États-Unis, de dire les stars. Yeah. Donc, du coup, ça fait un lien, en fait. Ça fait un lien, et c'est par hasard, du coup, qu'on a choisi ce nom, et je trouve que c'est quand même représentatif aussi de là d'où l'on vient aussi, même si, encore une fois, c'est pas une association où il y a que ça, il y a pas que des Africains, c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais voilà, quoi. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, Nyota, toi-même, on en a peut-être pas parlé, on va en parler après, mais toi-même, tu fais aussi de la musique. Donc, bon, bref, on viendra. Mais à l'assaut, Nyota, y a-t-il un lancement? C'est déjà officiel? Comment ça se passe là? Alors là, à l'instant T, c'est quoi la situation de Nyota? Depuis le 5 janvier, c'était le 5 janvier qu'on a fait notre première assemblée générale. Donc du coup là, ça y est, c'est officiel. Nyota, c'est officiel, une association culturelle qui regroupe plein d'artistes et tout. Et là, du coup, en fait, on a notre premier event qu'on va organiser du coup. Notre premier event le 21 mars. Et cela va se passer au BAM, au bâtiment à Modelé, qui est l'ancien bâtiment d'Antipode qui se trouve à Clenay. Et en fait, du coup, on va faire notre premier event. Et comme premier event, on s'était dit que ce serait bien de regrouper en fait, tous les talents qu'on a. Donc, c'est-à-dire, il y aura des ateliers de danse
Il y aura des ateliers de beatmaking, de composition musicale, il y aura des ateliers de photographie et après on finira la soirée par un showcase avec quelques artistes qu'on a choisis dans le collectif. Et pour finir la soirée, ce sera avec un DJ set de nos DJ de Nyota. Mais tu as des attentes particulières pour l'asso? Tu aimerais qu'elle soit une asso de référence? Moi, en tout cas, j'aimerais que ça soit une asso sur laquelle n'importe quel public, n'importe quelle personne peut s'y retrouver. Si en tout cas il cherche de la positivité, du partage et tout ça, encore une fois dans le domaine artistique, mais vraiment c'est ouvert à tout le monde. Et l'objectif aussi, encore une fois, même pour des personnes qui veulent aller au contact d'autres personnes moi par exemple quand je venais juste d'arriver, j'aurais bien aimé avoir une asso directement comme ça qui me permet de rencontrer de nouvelles personnes qui vont peut-être m'aider dans mes projets artistiques et même en dehors parce que comme je dis dans le collectif il y a beaucoup de personnes, on est noués par des liens d'amitié, donc même en dehors en tout cas de l'artistique, s'il y a besoin de conseils, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'accompagnement, on est là quoi. Et là, en termes d'adhérents, il y a du monde, il y a déjà des inscrits. Pour le moment, en tout cas, on a réussi à regrouper 30 personnes là. Environ 30 personnes c'est bien. Déjà. Et donc du coup là, sachant que les 30 personnes, c'est vraiment pour le lancement quoi. Et je pense que dès lors qu'on va vraiment commencer, là je pense que c'est la première fois qu'on parle de Nyota officiellement dans une émission et tout. Mais je pense que là, à partir vraiment du mois de mars, avec le premier event qu'on va faire et qu'on va commencer vraiment à en parler, ça va tourner autour, quoi. Sachant que Rennes, c'est une petite ville, ça va être facile, je pense. Et pour adhérer, effectivement, à ce collectif Nyota, il faut forcément avoir le statut d'artiste. Non, franchement, pour nous, en fait, quand tu es adhérent, même si tu n'es pas artiste, pour moi, adhérent, c'est quelqu'un qui est d'accord, en fait, avec la politique de l'association et qui veut, en fait, donner de la force, en fait, à l'asso, quoi. Donc, du coup, que tu sois artiste ou pas, en fait, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu et dans notre collectif, il y a des personnes, ce ne sont pas des artistes, ils ne sont pas musiciens, ils ne sont pas chanteurs et tout, mais ils sont là s'il y a besoin d'aide dans les events, même juste sur des conseils, en tout cas, de leur expertise dans leur domaine, ça peut être quelque chose qui peut être important, quoi. Est-ce qu'il y aura une idée alors pour attirer un maximum de gens, je sais pas, est-ce qu'il y aura tout le temps des événements, des concerts, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y aura des concours de chant, concours de rap, concours de peinture, je sais pas, pour essayer de créer un engouement autour de l'assaut. Après, les séances d'apprentissage de la photographie. Voilà, je sais pas. En fait, si c'est concours en tant que tel, moi, je suis pas trop d'accord, en tout cas, des concours dans le domaine artistique parce que c'est de l'art, c'est subjectif. On peut pas mesurer, en fait, chaque truc en disant que lui, il est plus c'est génial fort. Ce qu'il vient de dire. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Personnellement, en tout cas, j'ai vraiment un blocage sur cette partie-là de concours, tu vois. C'est parce que c'est trop subjectif. Que quelqu'un peut dire que cette personne est nulle alors qu'en fait une autre personne va adorer, quoi. Mais par contre, en fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment être dans de l'éducation artistique et culturelle. Okay. C'est-à-dire, en fait, à travers l'art, essayer d'éduquer. Par exemple, dans l'ancien asso dans laquelle j'étais, en fait, on allait dans des prisons, on allait dans des écoles, on allait dans des... Comment on appelle ça? Dans plein de structures, en vrai. Et du coup, en fait, à travers l'art, on arrivait en fait à éduquer les gens sur, par exemple, le domaine du hip-hop, c'est quoi le rap, tatati tatata. Dans les écoles, on arrivait à accompagner des enfants, par exemple, dans des ateliers d'écriture, par exemple, sur l'orthographe, sur le vocabulaire, en découvrant des nouveaux mots, sur la partie rythmique. Ça, c'est vraiment les trucs sur lesquels on a envie vraiment d'exceller. Et à partir en plus de cela, il y aura aussi forcément la partie divertissement, c'est-à-dire organiser des événements, des concerts, des open mic. Les open mic, c'est des scènes ouvertes sur lesquelles, là, pour le coup, n'importe quel artiste, même si tu n'es pas artiste, si tu as envie juste de monter sur scène, de prendre le micro et de poser quelque chose, ce sera libre à toi, quoi.
Et après, forcément, puisqu'il y a des photographes, il y a des graphistes et tout, je pense qu'il peut y avoir des masterclass, des sessions de shooting, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, c'est plus sur l'encadrement et l'accompagnement, donc, si je comprends bien. C'est ça. Il y a l'encadrement, l'accompagnement. Et je pense qu'il faut toujours aussi qu'il y ait ce côté humain, ce côté social, en tout cas, qui doit rester, quoi. Ouais, mais y a-t-il un lieu précis est-ce que là soit une adresse Alors lieu là, précis, puisqu'on vient juste de commencer, Ouais. on n'a pas encore d'adresse exacte. D'accord. Après, on est en collaboration vraiment avec le BAM, l'ancien D'accord. Antipode et tout. Ok. Et je pense que là-bas, il y aura plein d'activités qui vont se faire à ce niveau. Comme aussi, on est en collaboration avec le village d'Alphonse aussi, qui est une autre structure aussi où il y a des assos et tout. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Il y a quelques minutes, tu as parlé d'une assemblée générale. C'était où, du coup Ça, on s'est retrouvés au Café des Champs Libres, on a fait l'assemblée générale, quoi. Ok, pas mal. C'était pas mal. Autour d'un café. Autour d'un café, ok. Ou si c'est un breton, il aura son verre de cidre et c'est bon. Ah non, c'est parfait. Mais du coup, avec ton parcours à toi, donc les études en France, la vie, le bénévolat, la vie associative, à quel point tout ça, toutes ces choses ont facilité ton intégration en France? Attends, tu peux reprendre la question? Ouais, au fait, à quel point tout ton parcours, tout ce que tu as fait dans l'association, la vie associative, la fac et tout, en fait, comment tout ça a pu te transformer et pu t'intégrer facilement, faciliter ton intégration en France? Ah bah, moi, totalement, je pense que ça a chamboulé tout. En fait, je sais même pas comment je pourrais expliquer ça, mais si je compare le Tcherno de maintenant avec le Tcherno des 18 ans qui venait juste d'arriver, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que cela soit physiquement. Je suis devenu plus beau. Non, je rigole, mais physiquement, mais dans le sens, même mentalement, religieusement, spirituellement, il y a plein de choses en fait qui ont changé, tu vois. Intéressant. Spirituellement, le fait de rencontrer d'autres cultures, qui ont une autre façon de voir la vie, qui ont une autre religion, ou en tout cas une autre vision de la vie, ça me permet, moi, personnellement, peut-être de remettre en question des trucs, comme aussi de consolider aussi des choses dans lesquelles je crois, tu vois. Non, effectivement. Et totalement. ça a complètement changé des choses en moi. Mentalement aussi, en fait, quand tu es étranger tout le monde connaît le contexte qu'il y a en France. Quand tu es étranger, il faut avoir de la résilience. Ouais. Totalement. Plus que de la résilience, du courage, de l'audace aussi. Et en fait, tu es dans une situation dans laquelle tu dois faire plus que les autres. Parce qu'en fait, tu arrives, mais tu n'es pas au même niveau que les autres. Genre, en fait, les autres, ils sont déjà là, toi, tu es là. Et du coup, alors que vous êtes vous êtes sur le même terrain, mais eux, ils portent des crampons, toi, t'es pieds nus. Ils ont un peu d'avance sur toi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en fait, tu vas courir avec eux, ils vont avoir le confort. Donc, du coup, de courir avec un crampon, maillot, tout. Toi, t'es là, pieds nus, mais tu dois courir encore plus. J'aime bien cette image-là. J'ai l'image. J'ai l'image dans la tête. Tu dois faire plus, quoi, en fait, pour pouvoir... C'est vrai. Donc ça a forgé ton mental, ça t'a transformé, quoi. Totalement. Il y a plein d'expériences qui font que... après, je sais pas ce que la vie nous réserve, mais si un jour on doit revenir chez nous, on va revenir avec plein d'expériences sur lesquelles, en fait, notre pays peut-être peut s'appuyer en fait pour aussi avancer, quoi. En tout cas, là, du coup, c'est une partie que j'attendais aussi cette partie parce que on doit parler de ta musique parce que tu es artiste. Donc, au-delà de tout ça, tu fais de la musique, tu es artiste. Il m'est déjà arrivé d'écouter quelques titres. Oui, il m'est arrivé d'être en concert, de voir sur scène. J'ai dit, franchement, en plus, tu as un public. Ça, c'est intéressant. Tu as un public, il y a des gens qui viennent te voir en concert et je trouve ça très intéressant. Donc,
moi je voulais, donc là, tu t'appelles Tierno, mais musicalement, on t'appelle MSAT. Donc moi je voulais déjà que tu nous parles de ta musique, de tes influences et de tes projets. Mais voilà, on commence un peu par ta musique. Qu'est-ce que tu peux dire de toi et de ta musique, voilà quoi. Bah écoute, ma musique c'est en tant que MSAT, M-S-A-T-H, et je fais de la musique maintenant depuis plusieurs années. De manière très sérieuse, je pense que c'est depuis 2017, un truc du genre. Mais sinon, je dirais qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Et depuis petit, dans le sens que mon père est un grand mélomane de musique. Donc du coup, en fait, je pense que l'amour que j'ai pour la musique vient de là. Ok. Dans le sens que vraiment, quand il s'agit de découverte musicale, l'éveil musical, je l'ai eu de par mon père par rapport à la musique reggae qu'il pouvait écouter, à la musique noire américaine aussi, beaucoup. Des James Brown, des trucs comme ça. Après, la musique africaine aussi, c'est une musique en tout cas... La rumba congolaise, un peu, j'imagine. Bah si, en vrai, je pense. Il y a une musique en tout cas qu'on m'avait déjà fait écouter. Et en fait, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais attends, ce son, je l'ai déjà entendu quelque part. Okay. Et en fait, au final, ouais, c'est des sons que mon... En fait, mon père, il avait plein de cassettes, les cassettes à l'ancienne, là. Et à chaque fois, en fait, quand on faisait des promenades en voiture pour aller au marché, chaque fois, c'était ça. Okay. Beaucoup de reggae. Je dirais 80% de reggae, mais les 20%, c'est le mélange de musique noire américaine, musique africaine. Beaucoup de musique malienne aussi, avec des Salif Keita, Sekouba Bambino, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça a commencé comme ça, et après, en fait, avec l'âge, j'ai lié cette partie musicale avec mon amour pour l'écriture, la poésie, tout ça, et en fait, bon... C'est ce qui fait, c'est ce qui définit ta musique aujourd'hui. Voilà, par chance, étant dans, comment on dit ça, les 90s boys, là, ouais. Je suis tombé sur le rap et donc du coup, je suis tombé sur, peut-être si c'était en années 80, je serais tombé sur un autre style, mais en tout cas, je suis tombé dans le rap, donc j'ai baigné dans ça, quoi. Alors, pour ceux qui tombent sur ce podcast et qui ne voient pas de qui il s'agit, alors je vous invite à aller le chercher sur les réseaux. C'est déjà quoi ton Insta MSATH, MSAT, dès que vous tapez ça, voilà, vous allez... Vous verrez, vous allez écouter ce de quoi on parle, c'est de la très très bonne musique, hein, c'est du très beau texte, et voilà. Et quels sont tes projets dans la musique, là ? Là, petit à petit, je commence à être plus derrière. J'aime bien accompagner des artistes. D'accord. Donc, je pense que dans les années à venir, je serai plus dans ce domaine. Parce que du coup, je compose pour des artistes, j'enregistre des artistes, je mixe, masterise, tout ça. Donc, c'est une partie que j'aime bien et je sais que dans les années à venir, ce sera ça. Après, moi, personnellement, je pense pas que je vais arrêter la musique. Ça fait partie de ma vie et tout. Mais là, du coup, en tout cas, là, sur le moment même, je suis en train de préparer un autre projet, un autre album à sortir. D'ici l'été, je pense. Parce que t'en as combien déjà ? Beaucoup. Et là, parmi les artistes que tu accompagnes, il y a qui ? Il y en a plein. Là, il y a déjà, il y a Vic Leone. Ah, ouais, ça me dit quelque chose, Vic Leone. Ça te dit quelque chose ? Ouais. Il y a Vic Leone qui a sorti son projet. Il y a Josepha aussi qui a sorti son projet. On a fait une release partie là. Ah, c'est toi qui accompagnes Josepha ? Oui. Oh, elle est trop forte. Ouais. Trop forte. Aristide, je sais pas si tu connais Josepha. Si. J'écoute, de temps en temps, j'écoute. Elle est trop forte. Elle est très, très forte aussi. J'écoute Vic Leone aussi. Ouais. Donc, il y a, en vrai, c'est ça. En fait, moi, j'aime bien accompagner des artistes, mais dans différents domaines différents, quoi. Il y a Vic Leone, c'est afro-pop. Josepha, c'est plus de la pop. Il y a Benki aussi, que j'accompagne, qui est vraiment dans du rap banger, quoi. Et voilà, il y en a plein d'artistes. Et il y a plein d'artistes, en tout cas, du collectif Nyota aussi, qui sont là, qui préparent le projet et avec qui ça arrive, quoi. Ok. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant. Mais si tu aurais des conseils ou des astuces à donner aux nouveaux étudiants qui arrivent en France pour qu'ils arrivent à trouver leur place dans un environnement différent. S'enraciner pour mieux s'ouvrir. C'est super important. Comme mon logo, c'est le baobab et ça représente totalement ça. Le baobab, c'est l'arbre le plus robuste de la forêt. Et c'est l'arbre dans lequel, en fait, ce que tu vois de l'extérieur,
C'est qu'il y a à l'intérieur, les racines sont plus grands que ce qu'on voit de l'extérieur. Donc en fait, il faut vraiment s'enraciner, c'est-à-dire savoir d'où tu viens. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment je peux dire ça, mais en France, c'est très facile de réussir, comme aussi c'est très facile de passer à côté. Hein, de passer à côté. C'est vrai. Totalement, parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans tous les domaines, et que ça soit du côté mal comme du côté bien. C'est-à-dire les tentations, il y en a plein. Ouais. Comme aussi, en fait, tous les moyens nécessaires. Les opportunités pour réussir. Les opportunités nécessaires pour réussir aussi, ils sont là. Donc, en fait, pour moi, la solution, c'est vraiment de s'enraciner dans le sens de savoir d'où tu viens et de pouvoir mieux s'ouvrir, c'est-à-dire ne pas se bloquer en mode de rester dans ses visions, figé dans ses visions. Il faut vraiment avoir une sorte d'esprit critique et de pouvoir se remettre en question, parce que ça, c'est très difficile. C'est le propre de l'humain, tu vois. On a un ego qui fait que parfois on peut croire que notre vérité est la seule, sauf qu'il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs vérités, et donc du coup, il faut vraiment s'enraciner et s'ouvrir sur ça. Et se dire qu'en fait, c'est un voyage qu'on fait. Donc le voyage, c'est beaucoup d'apprentissage. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre. Et il faut avoir une résilience, être courageux et avoir de l'audace, quoi. En tout cas, ne pas peur d'aller vers l'autre, s'intégrer, découvrir, la curiosité. Être dans l'échange. C'est ça. Et aussi par expérience, il faut jamais avoir la fierté de ne pas demander de l'aide. Genre, en fait, ça, c'est un truc, en tout cas, j'ai remarqué que cela soit moi, dans mes expériences personnelles, comme aussi dans les expériences des étudiants étrangers que j'ai vus autour de moi. On a toujours une fierté, en fait, de que quand ça va pas, de devoir le garder pour nous et de ne pas demander de l'aide. Sauf qu'en fait, il faut le faire parce qu'en fait, ici, on n'a pas nos familles. Donc, si c'était, par exemple, au Sénégal ou j'imagine au Congo, tout ça, si tu es dans des problèmes, facilement, tu demandes même aux voisins, c'est bon, ils t'aident. Sauf que là, on est dans un système très capitaliste, très solitaire, qui fait qu'en fait, parfois, tu vas penser en fait que non, moi aussi, je dois rester comme ça, sauf qu'on n'est pas dans le même fonctionnement. Donc, parfois, il faut demander de l'aide, que cela soit à d'autres étudiants étrangers qui connaissent en fait ce que tu es en train de vivre parce qu'ils sont peut-être passés par ça, ou soit par des structures, que ce soit à l'université, il y a des structures qui accompagnent. Ça, par exemple, quand j'étais étudiant, je ne savais pas. C'était des trucs peut-être qui étaient importants, où genre, il y avait des moments où tu traversais des moments très difficiles, et en fait, il fallait que tu le retiens, et à un moment donné, tu dis à ton prof, je suis désolé, là, je suis pas bien parce que ça. Et en fait, le prof, te dit, mais va au CROUS. Il y a des organismes et tout. Il y a des structures, mais ça, moi, je savais pas. Et puis, on n'a pas d'habitude. Peut-être qu'il y aura un sujet qu'on va traiter, mais déjà, culturellement, on n'a pas l'habitude. C'est pas dans nos gènes d'aller vers un psy ou un thérapeute. C'est important, surtout que on vit un peu il y a un peu d'individualisme. Enfin, je dis un peu, mais voilà. Donc, chacun dans son coin. Comme tu le dis, effectivement, et même à l'école, dans les universités, il y a des cellules d'écoute, tu vois, comme tu le dis. Mais c'est des trucs, en fait, qu'on ne connaît pas, en fait, on se renseigne pas, donc on pense qu'en fait, là, je suis seul face à tous ces problèmes, alors qu'en fait, non. Moi, le jour où on m'avait dit, ouais, mais tu peux aller voir telle personne, j'étais là, je me dis, mais j'aurais dû faire ça depuis le début. Ouais, c'est vrai. Mais tu le fais pas, et après, du coup, ça a des répercussions dans tes études, dans ta vie personnelle, dans ta tête, et qu'en fait, faut prendre le problème dès le début. C'est vrai. Mais en tout cas, bon, les prochaines questions sont déjà mes préférées. Hein. On va se détendre et surtout, on va en quelque sorte tester ton niveau d'intégration. Voilà. Ah bon? La rubrique s'intitule « Dis-nous tout ». Dès que tu es prêt, on y va. Hein. Je suis toujours prêt. C'est parti. Ok. D'accord. Alors, quel est ton souvenir le plus marquant depuis ton arrivée en France? Mon souvenir le plus marquant. Je pense que c'était le premier jour quand je suis arrivé dans la chambre de mon cousin, qui était une chambre Crous, tu sais, les chambres Crous de 9 mètres carrés. J'en sais quelque chose. Je suis arrivé, il m'a posé dans sa chambre, il m'a dit « Ouais, moi j'ai des cours, je reviens tout à l'heure. »
Et là, quand il est sorti, qu'il a fermé la porte et que genre, je me suis posé dans le lit, j'ai regardé la chambre, je me suis dit, pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi je suis venu en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Au Sénégal, j'avais une grande maison, tu pouvais sortir dehors sous l'arbre, te poser et tout. Là, je viens, il y a une chambre de 9 mètres. Qu'est-ce que je fais là? Et j'ai versé même des larmes. Hein. Bah oui. Ça, c'est le souvenir le plus marquant, ça. Ok. Alors, ton plat favori? Ici ou... Français, ouais. Français? Ouais. Ah, galette. Oh. Ah oui, Galette saucisse? Non, pas galette. Galette, Tu vas à la crêperie, tu prends une galette, il y a plein de menus. Ah, d'accord, ok, ça marche. Une galette. Après, bon, moi, je suis plus sucré. Donc, du coup, quand on part dans le dessert, je prends une crêpe frangipane chocolat. Oh, c'est précis. Il est précis, hein? C'est la vie. Frangipane chocolat, mon gars. Ah ouais. Non, vous avez Non, j'ai jamais. Non, faut goûter ça. J'ai déjà. déjà Parce que j'ai travaillé dans une crêperie. Oh. Goûter ça. Frangipane, mon gars, c'est trop bon. Je crois qu'il y aura un numéro uniquement avec Aristide parce qu'il a beaucoup d'histoires à nous raconter, lui. Oui. Ah ouais, frangipane. Et ça, faut pas le faire dans... Tu vas dans le centre-ville de Rennes. Non, là, tu vas vraiment, genre... tu vas dans des... T'attends l'été, tu vas à Quiberon, dans les côtes sauvages, là. Quiberon. Vraiment, tu es vraiment en Bretagne. Tu sens que là, tu es en Bretagne, tu vois. Tu te poses, tu vas dans une crêperie, tu manges ta galette bien dosée, et après... Tu pars en dessert, frangipane chocolat, là. Super. C'est magnifique. Et tes artistes préférés en France? En France, il y a Youssoupha. Youssoupha, pour moi, c'est le meilleur rappeur français, quoi qu'on puisse dire. Qui a cheveux sur la langue et tout. Ouais. Youssoupha, Lefa. Après, c'est pas vraiment le rap français que j'écoute, mais ouais. Moi, je m'attendais à ce que tu me sortes des balavoines. Non. T'as pas écouté? Si, j'ai beaucoup écouté. Mais sur les chansons françaises, moi, c'est France Gall. Oh, ok. Ouais, j'adore France Gall. Ok. D'accord. Okay. Et quelle ta région? La région française, c'est le coup de cœur. C'est Rennes. C'est Rennes, ça restera toujours Rennes. Rennes, c'est... Ah ouais, lui il est piqué par Rennes, il adore Rennes. Tu sais qu'en fait... il adore la Bretagne, carrément. Ah ouais, j'adore la Bretagne. Vrai, et surtout Rennes, vraiment Rennes c'est ma ville, ça, j'adore. Quand je suis venu en 2013, moi j'avais comme plan de rester 2 ans ici et après je fais Erasmus et après je change de ville. Mais en fait je suis arrivé, j'ai trop kiffé Rennes. Je reste là. Mais il t'est arrivé quand même de visiter un peu le reste de la Bretagne. Oui, par contre, ouais, c'est ça. En fait, moi, j'aime bien avoir mon coin où je sais que là, c'est chez moi, j'habite là et tout. Mais après, par contre, j'aime trop bouger. D'accord, ok. Et... Enfin, en dernier, une anecdote drôle ou inattendue à partager? Une anecdote drôle... C'était quoi ça? Je sais même pas moi. Un souvenir d'un petit boulot qui t'a fait pleurer. T'es parti au taf, t'as chialé ou je sais pas, tu t'es fait escroquer, je sais pas moi un truc. Ou carrément t'as pas fait un. Moi j'ai une anecdote drôle vite fait, ça peut t'inspirer. À mon arrivée à Rennes 2 en France, c'est vrai qu'au Congo on parle français, mais je suis arrivé à Rennes 2. Le français qui se parlait là, à la fac, il était beaucoup plus rapide de ce qui se passait dans mon cerveau, tu vois. Je n'arrivais pas à suivre. J'étais là, je me disais, mais attends, moi je parle français, mais ce que le monsieur devant moi, il dit... Et du coup, ça allait vite. Je me disais, mais c'est pas possible. Là, tu vois, là je parle... C'est un peu rapide parce que voilà, ça fait des années, mais au début, c'était... Je me disais, mais c'est pas possible. Et ça me fait rire. Tu as du mal même à suivre ou à même j'arrivais prendre pas à les notes. Moi, à la fac, je venais avec un dictaphone. J'ai enregistré ce que le prof dit. Je vais aller l'écouter en slow motion à la maison. Très pratique. Non, moi c'est. T'étais prévenu ou Non, personne ne m'a prévenu. Je suis arrivé. Je me suis rendu compte que je n'arrive pas à suivre, donc j'ai sorti le dictaphone. Donc voilà, un truc comme ça. T'as pas un truc comme ça? Je pense que ça date de quoi? 2 semaines là. C'est la première fois que je suis parti en Fest-Noz. Vous savez c'est quoi? C'est un festival, je pense. Festival de danse bretonne. Ah. Donc du coup, je suis parti là-bas et j'ai appris la danse bretonne. Et en fait, vraiment, les Bretons, pardon, je m'excuse parce que moi, je me disais, la danse bretonne, c'est très sportif. Ouais. Tu danses ça? J'ai tellement dansé ça, à la fin, j'ai senti mes pieds en mode, je me suis dit, mais attends, c'est du sport là! Ah ouais? Non, vraiment. Non, moi, j'ai jamais vu. Vraiment. Ah ouais, je vous conseille à aller découvrir ça. Par contre, enfin, comment dire, je faisais pas, je faisais partie, mais
J'ai découvert effectivement mes débuts à Rennes aussi. Ah ouais? Oui, dans une association effectivement de danse bretonne. Et moi, j'adore beaucoup faire la musique. Surtout, enfin, il y a un son qu'on entend presque dans... Exactement. Ah, c'est les instruments celtes un peu... Ouais, exactement. C'est ça. Mais moi, pour tout, j'ai jamais vu, franchement. Là, si tu veux, pendant l'été, il y a pas mal de festivals comme ça. Bah oui, je suis... celtique. J'ai même téléchargé, pour te dire qu'en fait, je suis tombé amoureux du truc, j'ai même téléchargé une application où il y a toutes les dates, je sais même pas, Tamcraze, un truc du genre. Ah ouais? Et toutes les dates des Fest-Noz et tout, quoi. Mais en tout cas, ouais, je dirais, c'est l'anecdote, quoi. J'ai découvert la danse bretonne. Une belle rencontre, quoi. Voilà, qui est très sportive. Je vais m'en rappeler. Mais qui reste belle quand même. Magnifique. Franchement, les amis, on arrive à la fin de ce numéro. Un grand merci à Tierno pour avoir partagé avec nous son parcours inspirant et ses précieux conseils. Merci à vous. Merci beaucoup, Aristide, d'avoir été là. On a animé ensemble, c'était trop bien. On a passé un agréable moment. Merci. Et merci également à Radio Laser pour cette formidable opportunité. Voilà. Votre écoute et vos questions sont essentielles pour enrichir nos échanges. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous voulez découvrir ce que fait MSAT, allez-y, trouvez MSAT et suivez Radio Laser sur les réseaux aussi. Moi, en tant que GVIC animateur, c'est Club Vic, le Club Vic sur Instagram. Et Aristide, pareil. Aristide, c'est quoi ton Insta déjà? Lui, son truc, c'est compliqué. Mais après, bientôt, je pense qu'on créera aussi une plateforme sur c'est vrai. la chronique. Ça arrivera. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager vos impressions et à poser toutes vos questions. Voilà. Et les prochains numéros, ce sera beaucoup d'invités. L'idée, c'est d'inviter pas mal d'étudiants étrangers, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des gens qui pourront nous faire découvrir des métiers qui pourront être intéressants pour les étudiants étrangers quand tu viens d'arriver. Voilà. D'autres intervenants. Effectivement. Des enseignants. Effectivement, c'est vraiment ça le but. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. 4 minutes. Bref, voilà. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. Moi je dis paix et amour, compris pour tout le monde, ce monde-là, en tout cas, qui retrouve la paix, en tout cas. Et encore une fois, en tant qu'étranger, vraiment, on pense encore à nos frères congolais, parce que vraiment, là, ce qui est en train de se passer là, vraiment, c'est chaud. Ça va aller. En tout cas, merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye. Bye.